Notre Soleil. Scénario 1. Quelque chose d'étrange vient de se produire. Toutes les chaînes de télévision et de radio parlent d'un trou noir qui s'est rapproché de nous, à l'endroit où se trouvait notre Soleil. On peut même y voir un disque d'accrétion et l'arrière-plan du ciel semble un peu déformé, ce qui signifie qu'il s'est vraiment rapproché. Normalement, les trous noirs sont si éloignés que nous ne pouvons pas les voir à l'œil nu. On ne peut même pas les voir avec un télescope. Alors, que fait-il ici, si près? Et où est notre Soleil? Le trou noir l'a-t-il avalé? Le Soleil était autrefois au centre de notre système solaire, assez loin pour ne pas nous brûler, mais suffisamment proche pour nous donner de la lumière, de la chaleur et de beaux spectacles lorsqu'il se lève à l'est et se couche à l'ouest. Et puis, il nous a donné la vie. Le corps le plus massif de notre système solaire contient 99,8% de sa masse totale. Il est si large qu'on pourrait faire tenir plus d'1 million de terres à l'intérieur. Peut-être que notre Soleil s'est transformé en trou noir. Mais il est bien trop tôt pour que cela se produise. Pourtant, c'est bien comme ça qu'il se forme. Lorsque d'énormes étoiles arrivent à la fin de leur cycle de vie et explosent, ce qu'on appelle une supernova, elles finissent par s'effondrer sur elles-mêmes, devenant très petites. Une taille minuscule et une masse colossale. C'est ce qui rend la gravité des trous noirs si importante. Et même la lumière qui s'en approche de trop près ne peut pas s'en échapper. Or, toutes les étoiles de l'univers rétrécissent et disparaîtront à un moment donné. Notre Soleil perd 4 millions de tonnes de sa masse chaque seconde. Et à terme, la seule énergie qui restera dans l'univers sera générée par les trous noirs. Un trou noir est entouré de poussière, de gaz et de radiation. Les radiations sont très dangereuses, alors nous espérons que notre planète ne s'en approchera pas trop. Notre système solaire n'a plus de lumière, plus de chaleur non plus, si bien que même Mercure et Vénus seront probablement recouvertes de glace très bientôt, sans parler de la Terre. Est-il besoin de mentionner que rien ne survivra à cette nouvelle ère glaciaire? Le seul salut pourrait venir du disque d'accrétion qui tourne si vite qu'il génère de la chaleur, mais c'est trop de risques à prendre. Au moins, si le trou noir a exactement la même masse que notre astre, toutes les planètes resteront sur les mêmes orbites, Terre comprise. Mais s'il a une masse supérieure à celle de notre Soleil, ce que nos scientifiques essayent actuellement de déterminer, alors adieu système solaire, ravi d'avoir fait ta connaissance. Scénario 2. Oh non, qu'est-ce qui se passe? C'était censé être une belle journée ensoleillée, mais maintenant, tu vois l'obscurité tomber brusquement. Comment se fait-il que ce soit la nuit alors que l'horloge indique 14 heures? Et la Lune a l'air si différente. Les chaînes d'infos annoncent que notre Soleil a disparu et qu'à cause de certains événements mystérieux, la Lune n'est plus en orbite autour de la Terre. Elle se trouve maintenant au centre de notre système solaire. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Nous avons exactement 8 minutes et 20 secondes pour nous en rendre compte. Il faut peut-être des millions d'années pour que l'énergie du Soleil voyage de son noyau à sa surface, mais 8 minutes et 20 secondes, c'est le temps qu'il faut à la lumière du Soleil pour atteindre la Terre. La lumière effectue un voyage de 150 millions de kilomètres, ce qui correspond à la distance qui nous sépare du Soleil. Nous ne sommes plus dans la zone habitable. Il s'agit de la distance depuis une étoile, dans notre cas, le Soleil, à laquelle de l'eau liquide pourrait exister à la surface d'une planète. Maintenant que le Soleil a disparu, sa lumière ne nous atteindra plus et notre planète deviendra progressivement une masse rocheuse gelée et dépourvue de vie. Qui sait si nous aurons assez de temps pour mettre au point les technologies qui nous fourniraient l'énergie solaire nécessaire au maintien de la vie sur Terre. Si ce n'est pas le cas, eh bien, des millions ou des milliards d'années plus tard, les scientifiques d'autres civilisations exploreront notre monde en tentant de prouver que la vie y a jamais existé. Soit la même chose que ce que nous faisons avec Mars et avec d'autres planètes de notre système solaire. C'est ainsi que nous essayons de déterminer si elles ont toujours été stériles ou s'il peut exister un signe que certains organismes y ont un jour vécu. Quelque chose d'autre, également essentiel à la vie, voyage à la vitesse de la lumière, la gravité. Sans le Soleil, pendant environ 8 minutes de plus, les planètes continueront à tourner autour du centre vide de notre système solaire, jusqu'à ce que le compte à rebours s'arrête et qu'elles finissent par dériver dans une direction inconnue de l'espace. Notre Lune n'a pas une gravité assez forte pour nous maintenir en place. Elle ne peut pas non plus briller assez fort pour nous donner de la chaleur et permettre la vie. Elle est si loin que nous pouvons à peine la voir maintenant. Sans la Lune qui voyage paisiblement près de notre planète, comme elle le faisait auparavant, nous pouvons voir que les marées descendent incroyablement vite. Et il y a de plus en plus de vent. Les vents sont tellement puissants et rapides désormais. Lorsque tout était normal, notre planète était inclinée de 23,5 degrés, ce qui explique les changements de temps et de saison.
Maintenant, l'inclinaison est si extrême qu'il fait très froid très vite. Et notre temps est presque écoulé. Les gens crient, tout le monde est en panique. Il nous reste peut-être 1 minute avant de sombrer dans les ténèbres éternelles. Scénario 3. Nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé, ni comment l'existence paisible que nous menions a pris fin. Personne n'a pu le prédire, mais il semble que, sortie de nulle part, une étoile à neutrons géante ait pris la place de notre Soleil. Ce n'est pas une chose que nous aurions pu identifier par nous-mêmes. Nous avons juste remarqué que quelque chose était différent. Le Soleil est devenu plus petit et un peu bizarre. Le reste, nous l'avons entendu aux informations. Et personne ne sait comment cela s'est produit. Peut-être que notre Soleil est quelque part derrière l'étoile à neutrons, ou que l'étoile l'a poussé hors de notre système solaire dans une direction inconnue. Une étoile à neutrons est l'objet spatial le plus dense que nous connaissions. Sa masse est presque 2 fois plus importante que celle de notre Soleil, mais elle est comprimée dans une étoile de seulement 15 km de diamètre, ce qui correspond à la taille d'une ville sur Terre. Une étoile à neutrons se forme lorsqu'une énorme étoile n'a plus de combustible. Elle s'effondre dans une grande explosion. Sa région centrale, le noyau, s'effondre aussi. C'est pourquoi chaque électron, une particule chargée négativement, et chaque proton, une particule chargée positivement, s'écrasent entre eux pour former un neutron, lequel comporte une charge neutre ou nulle. Nous sommes dans une situation très délicate maintenant, à attendre que notre fin arrive. Cette étoile à neutrons a une gravité 2 milliards de fois plus forte que celle de la Terre. Cela signifie que notre nouveau Soleil va tirer toutes les planètes de notre système solaire vers lui et finira par les détruire. Ça a déjà commencé. Pour la première fois à notre connaissance, les planètes quittent leur orbite stable, attirées par la force colossale de l'étoile à neutrons. Cela devient très vite chaotique. Et ça ne s'arrêtera pas là. Une étoile à neutrons tourne plus de 700 fois par seconde, ce qui est incroyablement rapide. Notre Soleil ne tourne sur lui-même qu'une fois tous les 27 jours. Donc, après avoir détruit toutes les planètes, y compris la nôtre, cette étoile continuera à tourbillonner dans l'univers à environ 1/5 de la vitesse de la lumière. Peut-être qu'elle ralentira et s'éteindra avec le temps, ou pas. Après des milliers d'années, de nombreuses étoiles à neutrons commencent à ralentir et à s'éteindre. Mais cela ne se produit pas toujours. Si elle rencontre une autre étoile, elle se mettra à orbiter autour d'elle et commencera à se nourrir de son atmosphère jusqu'à ce qu'elle s'effondre au bout d'un moment et se transforme en un trou noir géant. Notre Soleil allait s'éteindre de toute façon. Jusqu'à ce que l'étoile à neutrons apparaisse, le Soleil avait 4,6 milliards d'années, soit environ la moitié de sa durée de vie. Il avait déjà brûlé environ la moitié de ses réserves d'hydrogène et avait suffisamment de réserves pour 5 milliards d'années supplémentaires. Il était censé finir par atteindre la taille de la Terre. Après avoir épuisé son carburant, il se serait tout simplement effondré. Il aurait conservé son énorme masse, mais son volume aurait été similaire à celui de notre planète. Pas de Soleil, pas de vie. Donc, le résultat aurait été à peu près le même. Mais de cette façon, le processus aurait été lent. Et qui sait si les humains auraient encore habité le même système solaire à ce moment. Mais avec les étoiles à neutrons, les choses vont beaucoup plus vite. Et c'est beaucoup plus imprévisible. Si une étoile à neutrons devenait folle, quelque part au loin dans une autre galaxie, nous ne la verrions que sous la forme d'une lointaine lumière clignotante que nous appelons un pulsar. Et puis, soudain, boum! Tu es dans un avion en direction d'une convention d'astronomie importante quand tu vois par la fenêtre une grande silhouette qui éclipse tout le soleil. Tu recraches tout ton café et tout le monde dans l'avion regarde dehors en état de choc. Tu remarques alors qu'elle a des anneaux comme Saturne. Tu devais te rendre au Japon mais tu es obligé d'atterrir en Californie. Dès que tu atterris, tu regardes vers le ciel et tu vois d'autres structures géantes ressemblant à des planètes qui flottent dans le ciel. Tout le monde prend des photos et essaie de comprendre ce qui se passe. Soudain, tu remarques une énorme boule de feu qui s'écrase près de l'aéroport. Tout le monde se précipite pour se mettre à l'abri et par chance, la boule se retrouve au milieu de la piste, sans personne autour. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a désormais plus de piste pour que les avions puissent atterrir. Tout le monde se regroupe pour se mettre à l'abri, et d'autres gros objets apparaissent dans le ciel. Toutes les communications ont cessé ou sont devenues inopérantes car ces gros objets ont détruit tous les satellites. Certains scientifiques à proximité mentionnent que ces objets sont les planètes du système solaire, qui se trouvent maintenant à la même proximité que notre Lune. Mercure et Vénus ressemblent à des lunes, mais Saturne occupe une grande partie du ciel. Tu dis à ces scientifiques que tu es astronome. Ils t'invitent à les rejoindre pour un voyage en Antarctique, à la station d'observation du pôle Sud. Ils ont besoin de tous les cerveaux possibles pour les aider à résoudre ce mystère. Tu montes sur un bateau dont le cap est réglé sur l'Antarctique.
Les vagues sont extrêmement agitées pour un jour si peu orageux. Tu arrives finalement sur le continent après quelques jours et tu dois monter sur une motoneige jusqu'à la station Amundsen Scott du pôle Sud. Là-bas, tu retrouves un groupe de scientifiques pour essayer de comprendre ce qui se passe. Tu n'étais pas préparé à ces températures glaciales en plein mois de juillet. Tu arrives à la station et tu vois tous tes collègues scientifiques qui courent partout avec de la paperasse et qui débitent des trucs sur des planètes en orbite autour de notre atmosphère. Tu arrives dans la salle de conférence où la directrice de recherche t'explique ce qui se passe. Une à une, les planètes se rapprochent de nous jusqu'à ce qu'elles soient alignées avec la Lune. Mais on ne sait toujours pas pourquoi ni comment. Vénus est arrivée la première et maintenant Saturne se rapproche. La Lune se trouve à environ 386 km de la Terre et elle affecte les marées des océans et des mers par son attraction gravitationnelle. L'eau étant moins dense que la Terre, on peut voir les marées changer. Les grandes marées se produisent donc lorsque la Terre est attirée vers la Lune. Et comme les autres planètes se rapprochent de la Terre, l'attraction gravitationnelle change de façon erratique. Dans quelques heures, Saturne sera à la même distance que notre Lune. Tu te diriges vers le grand télescope et tu observes les planètes. Un avion ou un hélicoptère ne sera pas en mesure de voler correctement et ne disposera pas de la technologie radar appropriée pour l'y aider. Tu continues à observer et remarques que Mars se rapproche de la Terre. Tu entends aux infos que les raz-de-marée s'enchaînent en ce moment et que certaines îles sont même emportées par les eaux. Heureusement qu'elles ont été évacuées avant. Avec Mars qui se rapproche, tu remarques que Neptune se rapproche également. Tu peux sentir la gravité de la Terre fluctuer à chaque pas que tu fais. Tu partages tes découvertes avec la directrice de recherche. La seule solution pour survivre semble être de construire rapidement des bunkers, loin des océans et des mers, qui puissent accueillir de nombreuses personnes avant que les autres planètes ne soient trop proches. Une équipe d'ingénieurs arrive et entame la construction. Des vagues successives de survivants arrivent et s'installent dans ces bunkers pratiquement construits en une nuit. À chaque heure, de nouvelles planètes se rapprochent. Mars et Neptune se sont déjà installés avec Mercure, Vénus et Saturne. Pluton et Uranus sont maintenant visibles à l'œil nu et font leur chemin vers la Terre. L'attraction gravitationnelle devient complètement incontrôlable. La neige dans le désert de l'Antarctique reste en suspension pendant plusieurs secondes lorsque quelqu'un marche dessus. Tu peux sauter beaucoup plus haut. C'est maintenant la nuit, mais le ciel n'est pas aussi sombre que d'habitude. Les planètes réfléchissent beaucoup plus de lumière solaire que notre Lune. Elle est à peine visible maintenant. En multipliant les observations, on remarque que des comètes et des météorites volent très près de notre atmosphère. Certaines s'écrasent même sur Mars et Neptune. Tout le monde peut le voir depuis la Terre. D'autres débris spatiaux se retrouvent également dans l'atmosphère terrestre. Mais tu remarques quelque chose d'étrange. Les planètes semblent maintenant orbiter autour de Saturne. Tu vérifies tes calculs et tu découvres que les positions de ces planètes sont maintenant alignées avec son orbite. C'est parce qu'elles possèdent la plus grande masse de toutes les planètes. Les anneaux de Saturne sont constitués de particules de glace, certaines aussi grandes que des autobus et d'autres aussi petites que des cailloux. Mais elles s'écrasent toutes et interfèrent avec les autres planètes. Personne ne peut sentir le changement d'orbite au début, mais petit à petit c'est le cas. Avec ce phénomène, les tremblements de terre et les volcans sont inévitables. C'est pourquoi tout le monde fait ses bagages et est prêt à fuir, toi y compris. L'Antarctique a des dizaines de volcans cachés sous ses glaces. Certains sont souterrains, tandis que d'autres se trouvent tout juste à la surface. L'attraction gravitationnelle de Saturne est beaucoup plus forte que celle de la Terre sur la Lune. Le noyau interne réagira donc beaucoup plus intensément et déclenchera des tremblements de terre et des éruptions volcaniques. Tout le monde fait ses bagages très rapidement et se dirige vers les hélicoptères pour s'envoler vers l'Afrique du Sud. Les hélicos ont été conçus pour suivre une trajectoire directe sans avoir besoin de radar pour les guider. Tu arrives au sud de l'Afrique, qui est en grande partie recouvert d'eau. L'hélico t'emmène plus près du centre. Puis, tu te rends dans le désert du Sahara. Une surface plane, sans rien autour, sera la meilleure option pour votre sécurité. Mais tu regardes dans le ciel et tu vois une autre planète qui se rapproche. C'est Jupiter, la plus grosse planète de notre système solaire. Si la Terre avait la taille d'un raisin, alors Jupiter aurait la taille d'un ballon de basket. Elle s'approche rapidement. De nombreuses autres planètes lui font automatiquement de la place, y compris Saturne. Tu es sur la route du Sahara, même s'il faudra des jours pour l'atteindre en voiture. Le ciel est sombre pendant la journée car la plupart des planètes bloquent le ciel. Tu arrives finalement dans le désert du Sahara avec d'autres scientifiques et, à ta grande surprise, une ville entière a été érigée en un mois seulement, lorsque les planètes ont commencé à apparaître. Tu t'installes dans ton dortoir mais tu as encore beaucoup de travail à faire. Quelques jours plus tard, Jupiter pénètre dans l'atmosphère et nous éclipse complètement. Cependant, la Terre est maintenant en rotation autour d'elle. Et c'est beaucoup plus rapide que de tourner autour du Soleil, puisque Jupiter est plus petite.
Mais comme Saturne est aussi grande, la Terre est balancée d'orbite en orbite, comme deux personnes jouant à un jeu de raquettes. Ainsi, avec ce phénomène, les habitants de la Terre expérimentent des forces gravitationnelles différentes de temps en temps. Les raz-de-marée deviennent de plus en plus forts, et des volcans entrent en éruption partout. Comme le noyau de la Terre se réchauffe, la température sur Terre change également. Et avec un manque de lumière solaire la plupart du temps, une grande partie de la vie végétale a du mal à suivre. Les récoltes sont plus difficiles à cultiver avec la lumière naturelle du soleil. Les gens se tournent donc vers l'éclairage artificiel et les serres. Les voyages aériens et spatiaux sont impossibles. La station spatiale internationale est complètement détruite, ainsi que les satellites en orbite dans l'espace. C'est pourquoi ni les téléphones portables ni Internet ne peuvent fonctionner. La gravité est encore plus dysfonctionnelle que jamais. 6 mois plus tard, l'humanité a retrouvé un moyen de faire face à cette nouvelle normalité. Mais les choses sont constamment en train de changer. Le nombre d'heures dans une journée a changé, ainsi que les jours qui composent une semaine. Auparavant, on mesurait ce nombre avec les phases de la Lune. Un mois correspondait à la Lune dans toutes ses phases, d'une nuit sans Lune à la pleine Lune et ainsi de suite. Mais la Lune de la Terre a disparu dans ce chaos planétaire. Que se passe-t-il lorsqu'une étoile n'a plus de combustible? Tout d'abord, paradoxalement, elle grandit jusqu'à atteindre 1 million de fois sa taille initiale. En effet, lorsque le cœur d'une étoile n'a plus d'hydrogène, il commence à se contracter sous l'effet de sa propre gravité. Mais la fusion de l'hydrogène se poursuit dans les couches supérieures. En se contractant, le cœur se réchauffe. Les couches supérieures de l'étoile chauffent également et se dilatent. La taille de l'étoile augmente. À mesure que l'étoile grandit, elle engloutit toute la matière environnante, même ses propres planètes. Les astronomes ont pu observer des étoiles juste avant ou juste après qu'elles aient avalé des planètes. Mais jusqu'à récemment, ils n'avaient jamais vu le processus lui-même. Des chercheurs de plusieurs universités ont annoncé que, pour la première fois dans l'histoire, ils avaient observé une étoile en train d'avaler une planète. Et cet événement tragique ne s'est pas produit dans une galaxie lointaine, mais dans notre propre Voie lactée, à quelques 12 000 années-lumière de nous. Des astronomes avaient repéré l'explosion d'une étoile dont la masse était de 0,8 à 1,5 fois celle de notre Soleil, près de la constellation de l'Aigle. En l'espace de 10 jours, l'étoile était devenue 100 fois plus brillante qu'avant, puis elle s'était éteinte rapidement. Plus intéressant encore, cet éclair avait été suivi d'un signal plus long et plus froid que le premier. Cette combinaison ne pouvait signifier qu'une chose: l'étoile avait englouti une planète proche. De quelle planète s'agissait-il? Les astronomes estiment qu'il pourrait s'agir d'un monde en ébullition, dont la masse serait de 1 à 10 fois celle de Jupiter. On appelle de telles planètes des Jupiters chauds. Il s'agit d'exoplanètes géantes, semblables aux Jupiters de notre système solaire, mais dont l'orbite autour de leur étoile dure moins de 10 jours. La planète dont il est question ici s'était progressivement rapprochée de l'étoile moribonde jusqu'à être attirée dans son atmosphère et, finalement, vers son cœur. Cette grande fête galactique date d'il y a 10 ou 15 000 ans, alors que l'étoile était âgée d'environ 10 milliards d'années. En raison de cet âge respectable, l'engloutissement lui-même a eu lieu à la vitesse de l'éclair. D'un seul coup, alors que généralement, les Jupiters chauds se font lentement grignoter par leur étoile. Les astronomes ignorent s'il y a d'autres planètes autour de cette étoile, peut-être à une distance moins dangereuse. Mais même s'il y en a, des milliers d'années s'écouleront avant qu'elles ne servent de plat principal ou de dessert. Quoi qu'il en soit, maintenant que les astronomes savent ce qu'ils doivent rechercher, ils vont se tenir à l'affût d'autres engloutissements cosmiques. Car un jour, notre planète, ainsi qu'une partie de notre système solaire, subira le même sort. Tout ce qui nous entoure disparaîtra en un clin d'œil. Mais tu peux respirer et te détendre. Cela n'arrivera pas avant 5 milliards d'années. C'est à ce moment-là que le Soleil est censé chauffer et se dilater au point d'avaler les planètes intérieures du système solaire. Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Si les hommes parviennent à coloniser un autre monde d'ici là, il devra se trouver à au moins 10 000 années-lumière de la Terre, ils seront en mesure d'observer cette catastrophe. Le Soleil deviendra soudainement beaucoup plus brillant et éjectera de la matière dans l'espace. Il avalera plusieurs planètes, dont la Terre, avant de reprendre son état normal. Mais les étoiles ne sont pas les seuls objets de l'univers à avaler d'autres corps célestes. Il existe un autre type de monstre cosmique qui se nourrit de tout, même de la lumière. Tu as deviné? Eh oui, il s'agit des impitoyables trous noirs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne se contentent pas de dévorer tout ce qu'ils trouvent. Ils en recrachent aussi une bonne partie.
Il n'y a pas si longtemps, des scientifiques ont découvert que le trou noir supermassif, situé au centre de notre galaxie, la Voie lactée, semble fuir. Pourquoi est-ce que ça change la donne? Parce que cela pourrait signifier que ce trou noir, appelé Sagittarius à étoile, et dont la masse est de 4,1 millions de fois la masse de notre Soleil, n'est pas un géant endormi ainsi qu'on le pensait. Il est peut-être encore actif, et cette fuite pourrait être un hoquet du trou noir lorsque celui-ci avale des nuages de gaz. Pendant leurs recherches, les astronomes se sont servis du télescope spatial Hubble. Il leur a permis de repérer un jet semblable à une flamme de chalumeau. Il s'enfonçait dans les nuages d'hydrogène au centre de notre galaxie. Ce jet semblait cracher du gaz comme un tuyau d'arrosage qu'on pointerait sur un tas de sable. Ce phénomène se produit souvent autour des trous noirs actifs qui s'entourent de divers matériaux grâce à leur immense force gravitationnelle. Une partie de cette matière pénètre dans le trou noir, mais une petite partie se voit emporter vers l'extérieur par de puissants champs magnétiques. Les recherches suggèrent que lorsqu'un nuage de gaz géant s'approche trop près d'un trou noir supermassif, il se fait avaler. Et le trou noir éructe ensuite des mini-jets de matière. Les bulles de Fermi pourraient être le résultat d'éructations ayant eu lieu il y a environ 2 à 4 millions d'années. Mais récemment, les scientifiques ont découvert une autre bulle de gaz chaud géante. Elle suivait la trajectoire du jet sur 35 années-lumière ou plus en partant du trou noir. Les astronomes pensent que ce jet a pu pénétrer dans cette bulle de gaz et la dilater. Mais voici quelque chose d'encore plus effrayant. Il semblerait que certains trous noirs se dévorent les uns les autres. Enfin, en quelque sorte. Pour l'instant, ils essaient de partager leur repas. Mais qui sait ce qui se passera dans un avenir proche? Je vais tout te raconter en détail. Des astronomes ont repéré 2 trous noirs supermassifs en train de se régaler de la matière de 2 galaxies en fusion dans l'espace lointain. 16 géants ont été localisés à l'aide du grand réseau d'antennes millimétriques submillimétriques de l'Atacama, ALMA en abrégé. Ce télescope se trouve dans le désert d'Atacama, au nord du Chili. Au départ, les scientifiques les utilisaient pour observer 2 galaxies en train de fusionner, situées à environ 500 millions d'années-lumière de la Terre. Les astronomes ont également remarqué que 2 trous noirs gigantesques se développèrent l'un à côté de l'autre, non loin du centre de la galaxie coalescente. Apparemment, ces trous noirs se seraient recroisés lors de la collision de leurs galaxies hôtes. L'un des trous noirs a une masse d'environ 200 millions de fois celle de notre Soleil. L'autre est un peu plus petit, environ 125 millions de fois la masse de notre étoile. Même s'ils ne sont pas directement visibles, ces trous noirs sont entourés de lumineux amas de gaz chauds et d'étoiles. Toute cette matière a été attirée par leur double attraction gravitationnelle. Avec le temps, ces trous noirs commenceront à tourner l'un autour de l'autre. Ils finiront par entrer en collision et par créer un seul trou noir, probablement encore plus gros. Les scientifiques ont observé ces trous noirs sur différentes longueurs d'onde et sont parvenus à la conclusion qu'ils sont tout à fait uniques. Ils sont situés plus près l'un de l'autre que ceux que les astronomes avaient prévus. La distance qui les sépare n'est que de 750 années-lumière, ce qui, d'un point de vue astronomique, est tout simplement la porte à côté. Et cette distance est proche de la limite de ceux que les technologies modernes peuvent détecter. Notons au passage que ces fusions gigantesques sont plus typiques des galaxies lointaines. Il est donc plus difficile pour les télescopes terrestres de les observer. Mais la sensibilité de l'ALMA a permis aux astronomes de surveiller ces régions lumineuses et compactes où la matière tourbillonne autour des trous noirs. Imagine un peu la surprise des chercheurs lorsque, au lieu d'un seul trou noir, ils en ont vu 2 et qu'ils se nourrissaient de toute la poussière et du gaz soulevés par l'énorme fusion. L'aspect le plus important de cette découverte est qu'elle pourrait signifier que de tels duos sont beaucoup plus courants que nous ne le pensions auparavant. Et s'ils sont fréquents, il nous sera plus facile d'étudier les ondes gravitationnelles générées par ce genre de collision. Ces ondes sont également connues sous le nom d'ondulation de l'espace-temps. Mais sache qu'il faudra encore peut-être plusieurs centaines de millions d'années avant que ces 2 trous noirs récemment découverts ne s'écrasent l'un contre l'autre. Bételgeuse, une supergéante rouge. Cette boule de plasma en ébullition est l'une des plus grandes étoiles de notre galaxie et l'une des plus brillantes. Elle est 500 fois plus grande que le Soleil, mais elle est en état de pulsation, ce qui fait qu'elle grossit et rapetisse. À son apogée, elle fait 800 fois sa taille moyenne. Si cette étoile était une corbeille, elle pourrait contenir environ 300 millions de soleils, alors que son poids n'est que 17 fois supérieur. Et là, à environ 500 années-lumière, se trouve la Terre. Nous lançons notre vaisseau spatial et entamons notre voyage vers Bételgeuse.
En quelques secondes, nous avons déjà parcouru 390 000 km et nous sommes près de la Lune. Cette distance représente 9,5 fois le tour de la Terre. Une navette spatiale actuelle propulsée par une fusée aurait mis 3 jours pour arriver jusqu'ici. Nous sommes maintenant près de Mars. Le vol vers la planète rouge dure généralement 7 mois. Plusieurs rovers sont actuellement à l'œuvre ici, ainsi que le tout premier drone volant Ingenuity. La surface de Mars est 3 fois plus petite que celle de la Terre, mais la planète est également 10 fois plus légère. On espère bientôt y envoyer une colonie humaine. Juste au-delà de Mars, nous devons esquiver de nombreuses roches spatiales. C'est la ceinture d'astéroïdes. Elle contient des débris et des objets spatiaux de taille et formes différentes. Le plus gros d'entre eux est Cérès. Sa surface est légèrement plus grande que la superficie de l'Argentine, et son poids représente environ 1% de celui de la Lune. Le poids total de toute la ceinture d'astéroïdes est 25 fois inférieur à celui de la Lune. Ensuite, nous passons devant les géantes gazeuses Jupiter et Saturne. Ce sont les plus grandes planètes du système solaire. Ce sont aussi les plus lourdes, même si elles n'ont pas de surface solide. Ensuite, nous passons par Uranus et Neptune. On les appelle géantes de glace. Et à l'extrême limite du système solaire, nous voyons Pluton. Elle était autrefois considérée comme une planète à part entière, mais elle a été retirée de la liste. Nous voilà maintenant à 7 milliards de kilomètres de notre maison. Il a fallu à la sonde spatiale New Horizons environ 9 ans pour arriver jusqu'ici. Accroche-toi à ton siège, on va accélérer. Nous traversons la ceinture de Kuiper. Il y a beaucoup d'astéroïdes et de blocs de glace ici. Ce sont les matériaux de construction les plus anciens de notre système solaire. Il y a plusieurs milliards d'années, notre monde ressemblait à un nuage de ces astéroïdes. Nous continuons notre voyage et atteignons le bord du système solaire, l'héliosphère. Nous nous sommes déplacés jusque-là grâce au vent solaire, mais il commence à ralentir car il entre en collision avec le vent interstellaire et se réchauffe. C'est ce qu'on appelle le choc terminal. La sonde spatiale Voyager 1 a atteint ce point en décembre 2004. Nous arrivons maintenant là où l'héliosphère se termine et où l'espace interstellaire commence. C'est l'héliopause. En 2012, Voyager a franchi cette limite et est devenu le tout premier objet fabriqué par l'homme à atteindre l'espace interstellaire. Mais le message de Voyager rapportant cet événement est arrivé sur Terre près d'1 an plus tard, en raison de l'énorme distance. Il a fallu 35 ans à Voyager 1 pour parcourir tout ce chemin. Et la voilà. Cette sonde est aussi longue qu'une voiture et fait le poids de 2 motos. Il y a une plaque en or sur sa coque. C'est un message de l'homme aux potentielles civilisations extraterrestres. Elle contient des images de paysages terrestres, des enregistrements de voix humaines et notre ADN. Voyager est opérationnel depuis 43 ans et a parcouru plus de 22 milliards de kilomètres. Cela équivaut à 152 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Et elle continue de filer dans l'espace à plus de 60 000 km/h. Nous voilà maintenant près de l'étoile la plus proche de notre système solaire, Proxima Centauri. Nous sommes si loin de chez nous que même la lumière a besoin de plus de 4 ans pour parcourir cette distance. Avec une navette normale, ce voyage aurait duré 73 000 ans. La raison pour laquelle nous voulions nous rendre ici était la présence d'une planète semblable à la Terre appelée Proxima Centauri b. Elle est 10 fois plus grande que la Terre et légèrement plus lourde. Elle se trouve dans la zone habitable de son étoile hôte. Cela signifie que de l'eau à l'état liquide pourrait se trouver sur cette planète et que la vie pourrait s'y développer. Mais cette étoile produit occasionnellement des éruptions. Récemment, sa luminosité a été multipliée par près de 1000. Elle a émis tellement de radiation que toute forme de vie aurait cessé d'y exister. Nous voilà maintenant à plus de 8 années-lumière de la Terre. L'étoile la plus brillante de notre ciel nocturne est Sirius. Elle est si brillante qu'on peut même la voir pendant la journée. Mais en réalité, il y a 2 étoiles, Sirius A et B, qui orbitent autour d'un centre de gravité commun. Ces étoiles se déplacent vers notre système solaire à près de 8 km par seconde, soit la vitesse maximale d'une supercar haut de gamme. Stop! Nous sommes arrivés près d'une planète potentiellement habitable, à 39 années-lumière de la Terre. C'est Trappist 1D. Son étoile hôte est une naine blanche. C'est une étoile froide, 10 fois plus petite et plus légère que le Soleil. Il y a 7 planètes autour d'elle, mais Trappist 1D est la plus similaire à la Terre. Elle est seulement 30% plus petite et 3 fois plus légère. Mais sa surface est rocheuse et la température y est de 9 degrés Celsius. On s'y sent bien avec une petite laine. Il pourrait même y avoir une atmosphère
des montagnes et des océans, ce qui veut dire que cette planète pourrait accueillir une colonie humaine. Mais il faudrait 677 000 ans pour y arriver avec des navettes traditionnelles. Et voici notre objectif principal, Bételgeuse. Il faudrait près de 8,7 millions d'années pour y arriver avec une navette spatiale actuelle. Cette étoile est si grande qu'à côté, notre vaisseau ressemble à un grain de sable. Remontons le temps pour voir ce qui est arrivé à cette étoile. Il y a d'abord eu une magnifique nébuleuse. C'est un nuage de poussière et de débris spatiaux qui s'est progressivement comprimé sous son propre poids. Une réaction nucléaire s'est alors formée en son cœur et boum, une étoile est née. Au début, Bételgeuse était chaude et très massive, mais elle ne s'est pas étendue et est restée stable. Observons son cœur. Les réactions nucléaires dans le cœur de l'étoile créent beaucoup de chaleur et d'énergie. Cela produit une force, poussant les parois de l'étoile vers l'extérieur, ce qui provoque son expansion. Mais en même temps, l'étoile est très lourde, donc sa gravité exerce une pression sur elle depuis l'extérieur. Lorsque ces deux forces sont équilibrées, l'étoile reste stable. Mais avec le temps, toute étoile perd son combustible, l'hélium et l'hydrogène. Des éléments plus lourds du noyau se joignent alors à la réaction nucléaire. En brûlant, ils libèrent plus d'énergie que la gravité ne peut en contenir. L'étoile commence alors à s'étendre. C'est ce qui arrive à Bételgeuse. Elle est déjà si grande que si on la plaçait au centre de notre système solaire, son bord toucherait la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Bételgeuse va continuer à s'étendre jusqu'à épuiser complètement son carburant. Puis, la gravité l'emportera, sa taille diminuera, puis elle fera un énorme boom. Son explosion, ou supernova, sera si aveuglante que Bételgeuse brillera plus que notre Lune. Heureusement, la Terre est trop éloignée pour que cette explosion puisse ennuyer l'homme. Le fort courant de matière qui sera éjecté lors de l'explosion n'atteindra le système solaire que 6 millions d'années plus tard. Puis, le vent solaire arrêtera ce flux, donc nous ne risquons rien. Bételgeuse est susceptible d'exploser à tout moment au cours des 10 000 prochaines années, bien que des scientifiques pensent que cela n'arrivera pas avant 100 000 ans. Revenons juste avant l'explosion de Bételgeuse. Il peut y avoir un autre scénario plus intéressant. La gravité pourrait comprimer son noyau massif avec une telle force qu'un trou noir se formerait à sa place. Les trous noirs sont ce qu'il y a de plus lourd dans l'univers. Ils ont une force gravitationnelle incroyable dont même la lumière ne peut échapper. Le trou noir de Bételgeuse commencerait à aspirer la poussière cosmique et les restes de l'étoile. Tous ces débris, ainsi que la lumière des autres étoiles, se retrouveraient prisonniers jusqu'à la ligne d'horizon de ce trou noir en expansion. Pour la première fois de l'histoire, nous pourrions assister à la naissance d'un trou noir. Mais en réalité, Bételgeuse est trop légère pour devenir un trou noir, et il est plus probable qu'après son explosion, elle se transforme en une naine blanche qui s'estompera progressivement jusqu'à devenir invisible. Les télescopes spatiaux Hubble et James Webb collaborent étroitement pour approfondir notre exploration de l'espace. Leurs observations complémentaires nous offrent une perspective élargie sur l'univers. Cependant, d'importantes distinctions existent entre ces deux instruments d'exception. Analysons-les en détail. À l'heure actuelle, le télescope James Webb représente l'instrument spatial le plus grand et le plus avancé jamais conçu. Il est capable de remonter à plus de 13 milliards et demi d'années, en capturant les premières étoiles et galaxies émergeant de l'obscurité de l'univers primitif. Sa capacité à observer dans l'infrarouge lui permet de percer les vastes nuages de gaz et de poussière où naissent étoiles et systèmes planétaires. Cette aptitude dépasse largement celle de Hubble dans le domaine de l'infrarouge, que ce dernier utilise principalement pour l'étude d'exoplanètes lointaines. Bien que Hubble puisse observer en lumière proche infrarouge, il est spécialement optimisé pour les longueurs d'onde courtes, comme celle de la lumière ultraviolette et visible. Cette complémentarité fait de James Webb et Hubble un duo remarquable, couvrant une vaste gamme de longueurs d'onde. Hubble et Webb sont tous deux des télescopes réflecteurs, s'appuyant sur des miroirs courbés au lit de lentilles pour capter et concentrer la lumière vers leurs divers instruments. Cependant, ils diffèrent notablement dans leur conception. Hubble est positionné en orbite basse, juste au-dessus de l'atmosphère terrestre. Il doit donc empêcher la lumière parasite du Soleil, de la Terre et de la Lune de perturber ses observations. Pour cela, sa structure avant est enveloppée dans une protection lumineuse en téflon aluminisé qui lui confère sa forme tubulaire caractéristique.
En revanche, James Webb est équipé d'un large écran solaire multicouche, bien différent de celui de Hubble, bien qu'il remplisse un objectif similaire. Le miroir principal de James Webb, avec un diamètre de plus de 6,50 m, est nettement plus imposant que celui de Hubble, qui ne mesure que 2,40 m. Cela confère à Webb une capacité de collecte de lumière plus de 6 fois supérieure à celle de son prédécesseur, un atout crucial pour capter les faibles longueurs d'onde que ce télescope est conçu pour observer. Comme vous le savez, l'univers étant en expansion constante, la lumière des objets lointains s'étire en voyageant vers la Terre. Les courtes longueurs d'onde bleues s'allongent pour devenir des longueurs rouges plus longues, un phénomène appelé décalage vers le rouge. Ainsi, les objets lumineux en bleu ou ultraviolet apparaissent rouges et bien plus faibles lorsque leur lumière atteint la Terre. Grâce à son miroir principal, Webb capte cette lumière atténuée et décalée avec une sensibilité 100 fois supérieure à celle de Hubble. Le télescope Hubble est spécialement conçu pour observer la lumière ultraviolette et visible, ce qui explique pourquoi son miroir primaire n'a pas besoin d'être maintenu à des températures aussi basses que celui de Webb. Plus de 200 capteurs thermiques veillent à maintenir les instruments de Hubble à des températures optimales. À l'arrière de son miroir primaire, où se trouve l'équipement scientifique de l'observatoire, une série de radiateurs assure une rigidité structurelle et une stabilité thermique essentielle. Ces radiateurs maintiennent cette zone à environ 21 degrés. En revanche, James Webb doit être considérablement plus froid pour détecter les faibles longueurs d'onde infrarouges de la lumière. Contrairement à la lumière visible, l'infrarouge n'est pas perceptible à l'œil humain, mais nous pouvons en ressentir les effets sous forme de chaleur ou de rayonnement thermique. Par exemple, la chaleur que l'on ressent en tournant le visage vers le soleil est du rayonnement thermique. Pour capter ces infimes traces de chaleur émanant d'objets très éloignés, Webb doit être maintenu à une température extrêmement basse, moins 220 degrés. Afin de préserver cette température, le télescope est protégé du rayonnement infrarouge émis par le Soleil, la Terre et la Lune, grâce à son immense pare-soleil et à sa position éloignée de notre planète. Hubble orbite à environ 525 km au-dessus de la surface terrestre, tandis que Webb se situe beaucoup plus loin, à environ 1,6 million de kilomètres, dans une orbite autour du Soleil en synchronisation avec la Terre. De cette position, le Soleil, la Terre et la Lune apparaissent toujours dans la même région du ciel, permettant à Webb d'utiliser son vaste pare-soleil pour bloquer leur lumière et maintenir ses instruments au frais. Par ailleurs, les forces gravitationnelles exercées par la Terre et le Soleil facilitent la stabilité de son orbite. Le télescope n'a besoin que de faibles ajustements périodiques grâce à des poussées modestes. En revanche, la proximité de Hubble avec la Terre le contraint à traverser régulièrement une région problématique connue sous le nom d'anomalie de l'Atlantique Sud. Cette zone, où le champ magnétique terrestre est affaibli, accumule des particules chargées provenant du Soleil, provoquant des interférences dans les communications et des dysfonctionnements des systèmes électriques. Hubble traverse cette région 10 fois par jour, ce qui représente environ 15% de son temps d'observation. Nous pourrions utiliser l'un des plus grands lasers au monde pour détecter des vaisseaux spatiaux extraterrestres. Si des extraterrestres existaient et parvenaient à fabriquer un vaisseau spatial aussi gigantesque que Jupiter, notre équipement pourrait probablement le détecter grâce aux ondulations que ces moteurs de distorsion produiraient dans l'espace-temps. En effet, un énorme vaisseau spatial produit forcément des ondes gravitationnelles lorsqu'il se déplace. Vous trouverez dans la science-fiction des informations sur le moteur de distorsion, ou à propulsion exponentielle. Il déforme la texture du continuum espace-temps et constitue l'un des nombreux moyens de voyager dans l'espace. Il est souvent décrit comme similaire à l'hyperespace, une méthode de voyage interstellaire plus rapide que la lumière. Un vaisseau spatial équipé d'un moteur de distorsion peut voyager à des vitesses supérieures à la vitesse de la lumière selon plusieurs ordres de grandeur. Mais contrairement à d'autres méthodes fictives de voyage supraluminique, celle-ci ne permet pas de transferts immédiats entre deux points. En effet, elle implique un passage de temps mesurable. Un vaisseau spatial, utilisant un moteur de distorsion, continuerait à interagir avec des objets dans l'espace, normal, et produirait également des ondes gravitationnelles. C'est pourquoi, si un gigantesque vaisseau spatial extraterrestre traversait notre galaxie, l'Observatoire d'ondes gravitationnelles par interférométrie laser, ou LIGO, situé aux États-Unis, pourrait le détecter. Ces instruments pourraient me rechercher les ondulations dans le tissu de l'espace-temps créé par le vaisseau spatial. Plus un objet est gros, plus les ondes gravitationnelles qu'il crée sont importantes. Les planètes, les étoiles à neutrons et même les trous noirs produisent des ondulations importantes.
Pour la première fois, de telles ondulations de l'espace-temps ont été directement détectées en 2015. Depuis lors, les scientifiques repèrent de mieux en mieux les ondes gravitationnelles. De nouveaux calculs publiés il y a quelque temps suggèrent que LIGO pourrait aller au-delà des sources conventionnelles d'ondulation de l'espace-temps. Les auteurs de l'étude affirment que des vaisseaux spatiaux extraterrestres colossaux, voyageant à grande vitesse ou propulsés par des moteurs de distorsion, pourraient également produire ces vibrations révélatrices. Le détecteur LIGO repère les ondes gravitationnelles grâce aux plus infimes distorsions qu'elles produisent dans l'espace-temps lorsqu'elles le traversent. L'observatoire se compose de 2 détecteurs en forme de L qui se croisent et dont les 2 bras mesurent chacun près de 3,5 km de long. Ils sont également équipés de 2 faisceaux laser identiques. L'expérience est conçue de telle sorte que si une onde gravitationnelle traverse notre planète, la lumière laser d'un des bras du détecteur est comprimée tandis que l'autre se dilate. Cela crée un changement minuscule dans les longueurs de trajectoire relatives des faisceaux qui atteignent le détecteur. Les déformations de l'espace-temps provoquées par les ondes gravitationnelles, même les plus importantes, sont à peine perceptibles. Elles sont souvent de la taille de quelques millièmes de protons ou de neutrons. Cela signifie que LIGO est incroyablement sensible et nécessite une surveillance étroite et un étalonnage précis. Pour vérifier l'étendue de cette sensibilité, les chercheurs ont déterminé la taille de l'objet le plus petit susceptible de produire des ondes gravitationnelles clairement détectables sur Terre. Pour être détecté par LIGO, un vaisseau spatial extraterrestre devrait tout de même peser à peu près le même poids que Jupiter, se trouver à moins de 326 000 années-lumière de la Terre et se déplacer à 1/10 de la vitesse de la lumière. Des vaisseaux spatiaux de cette taille et aussi rapides peuvent-ils exister? Ce n'est pas certain. Mais avec un peu de chance, les scientifiques pourront ramener la taille du vaisseau à des proportions un peu plus raisonnables grâce à la sensibilité croissante des détecteurs d'ondes gravitationnelles. Par exemple, au milieu des années 2030, l'antenne spatiale de l'interféromètre laser de l'Agence spatiale européenne sera déployée. Les scientifiques pensent également que des moteurs de distorsion extraterrestres avancés pourraient créer des modèles d'ondes gravitationnelles distinctes des sources naturelles. Si elles sont détectées, ces ondes extraterrestres pourraient nous fournir des réponses sur la manière de rétroconcevoir leur technologie. En effet, la forme du signal des ondes gravitationnelles dépend de la trajectoire d'un objet. Une fois qu'un signal est détecté, nous pourrions tenter de déterminer les propriétés du mécanisme de transport utilisé sur la base de la forme du signal d'onde gravitationnelle. Cela fait maintenant plus d'1 an que le télescope James Webb, dont la construction aura pris plus de 20 ans, a été lancé. Et, au cours d'un laps de temps relativement bref, ce matériel ultramoderne, et le plus perfectionné de l'histoire, a déjà permis de nombreuses découvertes. En observant l'univers dans l'infrarouge, James Webb nous permet de voir des choses qu'aucun autre télescope n'avait jamais montrées auparavant. L'objectif principal de cet incroyable appareil est d'étudier la formation des galaxies et des étoiles qui sont apparues dans l'univers primordial. Par exemple, observons la pouponnière d'étoiles la plus proche de nous. C'est une région de l'espace où naissent de nouveaux astres. La NASA a partagé ce cliché saisi par le télescope, qui nous montre une petite région de formation d'étoiles. Si vous regardez attentivement l'image, vous apercevrez les jets de matière produits par les étoiles naissantes. Autour d'eux, des nuages de poussière cosmique de différentes couleurs se mêlent les uns aux autres. C'est une vue fascinante. La poussière rouge est constituée de molécules d'hydrogène. On peut également remarquer que certaines étoiles présentent quelque chose de semblable à des ombres. Celle-ci indiquait la création de ce qui deviendra plus tard des planètes. À première vue, l'image peut sembler très chaotique. Mais les astronomes affirment qu'il s'agit là d'une pouponnière d'étoiles relativement petite et tranquille par rapport à certaines autres. De nombreuses jeunes étoiles sont de taille similaire à notre Soleil, ou un peu plus petites. La photo elle-même a été prise à l'aide de la caméra proche infrarouge de James Webb. C'est la caméra principale du satellite, capable de prendre des photos du cosmos dans 2 différentes gammes d'infrarouge. Une autre incroyable découverte faite par le télescope James Webb est celle de molécules de fumée dans une galaxie très lointaine. C'est la première fois que de telles molécules sont découvertes aussi loin de notre planète. La galaxie en question se situe à 12,3 milliards d'années-lumière de la Terre. Elle s'est probablement formée environ 1,5 milliard d'années après le Big Bang. Malgré l'immense distance entre cette galaxie et notre planète,
Les scientifiques sont parvenus à détecter des composés chimiques habituellement présents dans la suie ou dans la fumée. Et cette découverte n'est pas des moindres, car elle a repoussé le record de détection de telles molécules complexes d'environ 1 milliard d'années. Cette étude a également confirmé l'incroyable potentiel de l'équipement spatial le plus avancé de notre époque. En effet, il est parvenu à faciliter cette découverte en dépit du fait que le spectromètre nécessaire aux mesures ait été endommagé suite à une dégradation aussi soudaine que surprenante. Le télescope James Webb a également contribué à notre compréhension des exoplanètes. Il s'agit de ces planètes qui orbitent autour d'étoiles autres que notre propre Soleil. C'est au début de l'année 2023 que l'Observatoire spatial a repéré sa première exoplanète, LHS 475b. Elle se situe à 41 années-lumière de la Terre et a à peu près la même taille que notre planète. Selon la NASA, James Webb serait à l'heure actuelle le seul télescope en service permettant de catégoriser l'atmosphère d'exoplanètes d'une telle taille. L'équipe de chercheurs à l'origine de cette découverte estime que ces résultats ne font que souligner la précision du télescope. Ils espèrent qu'il nous aidera à localiser de nombreuses autres exoplanètes rocheuses que nous pourrions être en mesure de coloniser dans le futur. Même si, à première vue, il peut sembler que l'univers soit assez vide, c'est en réalité un endroit très animé. Et James Webb dispose de tous les instruments nécessaires pour observer l'incroyable variété d'événements cosmiques qui s'y déroulent. Regardez simplement cette photographie de WR124. C'est une étoile à l'aube de sa propre destruction. Sur cette photo, l'étoile est sur le point de se transformer en supernova. Cela se produit lorsqu'un astre épuise tout son carburant et implose à la fin de son cycle de vie, libérant un immense nuage de poussière spatiale et de gaz ardent dans l'espace. L'étoile saisie par le télescope est une étoile dite de Wolf-Rayet. Il s'agit de la période de la vie d'une étoile où elle perd ses couches externes avant de devenir une supernova. Une autre chose étonnante découverte par James Webb est un hybride d'étoiles et de planètes qui présente des nuages très bizarres. Ce corps étrange est en réalité une naine brune, baptisée VHS 1256b. Ces dernières sont plus grandes que des planètes, mais trop petites pour être considérées comme des étoiles. Elles émettent une lumière qui leur est propre et sont assez chaudes. Mais leur masse n'est tout simplement pas suffisante pour produire la fusion de l'hydrogène en hélium, comme le font les étoiles à part entière. Les corps célestes de ce type ne sont pas réellement bruns. Ils se déclinent dans une large gamme de couleurs, mais celles-ci sont essentiellement invisibles à l'œil humain. Ce que nous pouvons voir, c'est la lumière qu'ils émettent, et pour nous, elle semble être de couleur orange foncé ou magenta. La naine brune, découverte par James Webb, représente presque 20 fois la taille de Jupiter. Elle orbite autour de 2 naines rouges, et pour accomplir cette orbite, elle a besoin d'un peu plus de 10 000 ans. Les astronomes ont découvert cette exoplanète singulière en 2016. Mais à ce moment-là, ils ne l'ont pas considérée comme une naine brune, et, par conséquent, étaient incapables d'expliquer sa mystérieuse lueur rougeâtre. Maintenant, grâce au télescope, ils connaissent l'origine de cet objet spatial. Enfin bref, revenons à ces nuages. Comme vous le savez, les nuages sur Terre sont composés de vapeur d'eau. Mais ceux de la naine brune sont bien différents. Ils semblent être faits de sable. Il a beau ressembler au sable de notre bonne vieille Terre, mais ce n'est en fait pas le cas. Ces nuages sont constitués de minuscules particules de silicate. Une autre découverte récente concerne plusieurs grandes galaxies que les scientifiques pensent être nées peu de temps après le Big Bang. Elles n'étaient pas censées se trouver là, et personne ne s'attendait à les découvrir. Mais le télescope spatial James Webb, lui, les a repérées. Ces galaxies, aussi massives que notre Voie lactée natale, sont pleines d'étoiles matures rougeoyantes. Les astronomes ont analysé la lumière qui en provenait et ont estimé leur âge 5 à 700 millions d'années après le Big Bang. Cela signifie qu'elles sont apparues alors que notre univers était encore très jeune, pratiquement un bébé. Mais le plus étrange dans ces galaxies, c'est leur taille colossale et l'âge des étoiles qui y résident. Les données collectées par le télescope ne correspondent pas à notre conception préalable de l'univers et de son évolution première. Elles ne correspondent pas non plus aux observations précédemment effectuées par le télescope Hubble. Et ici, James Webb a photographié une zone reculée de l'espace avec un niveau de détail inégalé. Cette région est connue sous le nom d'amas de Pandore.
Sur l'image, on peut observer 3 énormes amas galactiques qui se rassemblent pour former un superamas. La masse combinée de ceux-ci gît comme une puissante lentille gravitationnelle. Et grâce à cet effet naturel de grossissement, les scientifiques peuvent observer d'autres galaxies de la région. Les astronomes affirment que ces images les plus récentes de l'amas de Pandore sont les plus détaillées qu'ils aient jamais vues. James Webb a également réussi à repérer des milliers de jeunes étoiles encore jamais observées auparavant, dans la nébuleuse de la Tarentule. Cette formation cosmique doit son nom aux filaments de poussière repérés tout autour dans des clichés précédents. C'est la plus grande région de formation d'étoiles du groupe local, lequel comprend les galaxies les plus proches de la Voie lactée. Les images du télescope James Webb nous ont considérablement éclairés sur la composition de cette nébuleuse. Il y a également détecté des proto-étoiles, de très jeunes astres en train de gagner en masse. Les astronomes s'attendent à ce que ces proto-étoiles finissent par se former tout à fait, façonnant encore davantage la nébuleuse. Parmi les autres découvertes effectuées par le télescope James Webb, on compte la naissance de 50 étoiles lointaines. Certaines d'entre elles présentent des disques protoplanétaires qui pourraient plus tard former des systèmes solaires à plusieurs années-lumière de notre propre système. Voici une autre photographie de James Webb. On peut y voir un trou noir supermassif, d'une masse équivalente à celle de 9 milliards de soleils. Il est si ancien et si proprement gigantesque que les scientifiques ont bien du mal à expliquer son existence. Les astronomes ont également découvert un anneau lointain de poussière, de roches et de gaz qui contient un composé chimique appelé méthylium. Il est connu comme l'un des blocs de construction de la vie à l'échelle moléculaire, et on le retrouve dans la plupart des matières organiques de notre planète. James Webb a également aidé les chercheurs à observer de puissantes tempêtes de sable sur une planète située à 378 000 milliards de kilomètres de distance. Les astronomes étaient ravis de découvrir ce véritable coffre au trésor, rempli de nombreuses particules de sable microscopiques. Et maintenant, observez ceci. Vous reconnaissez cette image? Il s'agit des piliers de la création. Mais ce nouvel angle nous montre à quel point cette région poussiéreuse est véritablement étoilée. Vous pouvez comparer cette nouvelle photo avec celle prise par Hubble en 2014. C'est une preuve flagrante de nos progrès scientifiques. Est-il possible pour une planète d'avoir non pas un, non pas deux, mais plusieurs soleils? Imaginons ce qui arriverait si le Soleil décidait soudainement de se diviser en une multitude de petites étoiles. Tandis qu'ils cherchaient des planètes semblables à la Terre dans tout l'univers, les scientifiques ont découvert que les systèmes à 2 ou même 3 étoiles ne sont pas si rares que ça. Beaucoup de ces systèmes ont même des planètes dans leur zone habitable, et près de la moitié de ces planètes pourraient abriter la vie. Comme j'ai hâte de leur demander à quoi ressemble leur coucher de soleil. Les scientifiques suggèrent même que notre Soleil n'a pas toujours été solitaire. Il est possible qu'il ait été accompagné d'une autre étoile, appelée Némésis. Ils ont remarqué que les extinctions massives sur Terre se produisaient tous les 27 millions d'années, comme si c'était cyclique. Ils se sont donc tournés vers les étoiles pour essayer de comprendre ce qui pourrait en être la raison. Et ils ont émis l'hypothèse qu'une seconde étoile avait quitté notre Soleil il y a bien longtemps, mais qu'elle nous affecte toujours. Némésis pourrait être situé à environ 1,5 années-lumière de nous. Cela peut sembler peu, mais cela représente en fait près de 9000 milliards de kilomètres. Le voyage en voiture va être amusant, et durer 50 millions d'années. Quoi qu'il en soit, chaque fois que Némésis passe dans son orbite, elle peut avoir un effet sur le nuage de Oort. Le nuage de Oort est une zone située autour de notre système solaire et dans laquelle se forment les comètes. Son existence n'a pas encore été prouvée, mais les scientifiques en sont plutôt certains. Les comètes se forment donc à l'intérieur de ce nuage et se dirigent ensuite vers notre système solaire. Même si elle est très éloignée, la deuxième étoile de notre système pourrait avoir une grande influence sur lui. Mais qu'en est-il des systèmes à 4 étoiles ou même plus? Est-ce même possible? Eh bien en fait, oui. Mais plus tu ajoutes de corps célestes au système, plus cela devient difficile. Les orbites deviennent instables. C'est on ne peut plus chaotique. En mécanique stellaire, cela s'appelle le problème à 3 corps. Cela signifie qu'il est très difficile de prédire les orbites des corps dans de tels systèmes. Dans la plupart des cas, elles s'avèrent aussi singulières qu'aléatoires. Isaac Newton est le premier à l'avoir remarqué.
Il a essayé d'appliquer ses découvertes sur la gravitation à la Terre, à la Lune et au Soleil. Et il s'est retrouvé confronté à un sacré casse-tête. Il n'était pas facile de comprendre comment 3 objets stellaires orbitent de façon si stable les uns autour des autres. Et il ne s'agissait encore que d'une planète et d'un satellite. Et si on ajoutait plusieurs étoiles? Je ne voudrais pas être à la place de ceux qui devront calculer tout ça. Ah oui, c'est vrai, je ne suis pas scientifique. Quoi qu'il en soit, nous savons que les systèmes à 3 étoiles sont extrêmement chaotiques. Mais qu'en est-il des systèmes avec encore plus d'étoiles? Ils sont très rares. En 2021, la NASA a découvert un système stellaire composé de pas moins de 6 étoiles. C'est tout simplement fou. Bien sûr, il n'y a pas de planète dans ce système, mais qui sait, nous trouverons peut-être un jour un système de ce genre, mais avec des planètes en plus. Dans de tels mondes, la chorégraphie gravitationnelle est très complexe. Il faut des conditions très spécifiques pour que tout tienne bien ensemble. C'est un peu comme marcher sur une corde raide au-dessus d'un abîme. Avec tout cela en tête, essayons d'imaginer ce qui se passerait si le Soleil se transformait soudainement en plusieurs petites étoiles. Oh là là, il va nous falloir une simulation très détaillée. Non, nous allons probablement avoir besoin d'une douzaine de simulations pour que cette chose fonctionne, parce que sinon, nous n'aurons que quelques options. Première option, nous divisons le Soleil en 5 ou 10 petits soleils. Nous dispersons ces derniers non loin les uns des autres. Ils détruiront notre système en quelques heures. Et oui. Tous les systèmes stellaires, y compris le nôtre, sont en mouvement constant dans l'univers. Donc, ils s'écraseront les uns contre les autres presque immédiatement. Cette collision entraînera la création d'une supernova. Notre système se transformera en une magnifique nébuleuse colorée. Pour nous, cela se produira en quelques minutes seulement. Nous n'aurons même pas le temps de sentir quoi que ce soit. Et toutes les planètes de l'ancien système solaire se transformeront immédiatement en une poussière spatiale étincelante. Mais ce n'est peut-être pas la meilleure option pour nous, n'est-ce pas? Voyons si cela peut se passer autrement. Deuxième option. Puisqu'ils ne peuvent pas être placés si près les uns des autres, essayons de les placer aussi loin que possible. Et dans ce cas, ils vont simplement s'en aller. Adieu! Leur force gravitationnelle est trop faible pour que tout se maintienne. Nos petits soleils quitteront simplement le système solaire, voyageant dans l'espace dans diverses directions. Ensuite, les planètes abandonnées n'auront plus d'orbite. Et ça inclut la Terre, bien sûr. Nous deviendrons ce qu'on appelle une planète vagabonde. Au début, nous ne nous rendrons même pas compte que la planète a quitté son orbite. Nous n'aurons donc pas le temps de faire quoi que ce soit, et un froid terrible s'installera. Quelle fin triste et poétique. Bon, aucun de ces dénouements n'est très folichon. Oh d'accord, il nous reste une dernière option. Notre principal problème est de faire en sorte que chacune de ces petites étoiles ait une masse égale. Mais jette un coup d'œil à tous ces systèmes multi-étoiles que nous avons déjà découverts. Tu verras qu'aucun d'entre eux ne ressemble à un groupe harmonieux de boules lumineuses. Au lieu de cela, on y trouve quelques grandes étoiles, et le reste, les petites, sont en orbite autour d'elles. Alors, que penserais-tu de 2 grandes étoiles avec 2 plus petites? À quoi ressemblera la Terre alors? Eh bien, son orbite deviendra terriblement instable. Nous nous agiterons d'avant en arrière, et ce n'est pas vraiment recommandé, pour être tout à fait franc. Nous savons à quoi cela peut mener, car, et c'est tout simplement fou, cela nous est déjà arrivé une fois. Oui, il y a environ 70 000 ans. Une étoile solitaire a visité notre système solaire. C'était une naine rouge appelée Scholz. Une naine rouge est une étoile très petite et très froide. Si tu considères que 7760 degrés est froid, bien sûr. Mais on estime qu'il s'agit du type d'étoile le plus faible et le plus froid. Elle ne devait donc probablement pas avoir l'air ni si grande ni si brillante dans notre ciel. À cette époque, nos ancêtres Homo sapiens vivaient déjà leur vie. Est-ce que tu t'imagines leur surprise? Ils ont vu une autre étoile débouler dans le ciel vers le soleil. Je me demande bien à quoi cela pouvait ressembler. Et puis, Scholz a contourné le soleil et a continué son voyage dans l'espace. Tu ne t'attendais pas à ce que je fasse le récit d'une catastrophe, n'est-ce pas? Si cela s'était produit, tu ne serais pas devant ton écran à regarder cette vidéo. Mais grâce à cette histoire, nous pouvons nous faire une idée de ce qui arrive à la Terre lors de tels événements stellaires. À cette époque, une énorme activité volcanique s'est déclarée sur notre planète. Nous avons aussi eu droit à des pluies de météorites qui nous ont presque anéantis. Nos ancêtres ont vraiment eu la vie dure. Quelque chose de similaire se produira sur notre planète hypothétique avec 4 soleils, mais à une échelle bien plus grande. Une activité volcanique constante, des tremblements de terre et des tsunamis. Brrr. De plus, la durée d'un jour changera, ainsi que la durée des saisons et de l'année dans son ensemble. Elles ne seront plus stables.
à cause des changements fréquents de la gravitation. En d'autres termes, tu ne sauras jamais à quoi t'attendre. Un hiver d'1 an, un été brûlant. Et lorsque nous nous trouverons à mi-chemin entre 2 étoiles, il n'y aura même plus de nuit. Elles illumineront les 2 parties de notre planète et il nous faudra dormir en plein soleil. Et si tu penses que tout ça est bien mauvais, garde à l'esprit que nous serons aussi assaillis par beaucoup plus de rayons ultraviolets et de vents solaires à cause de nos 4 soleils. Leur couleur changera également. Ils se transformeront en naines rouges et prendront une teinte orange écarlate dans notre ciel. Nous aurons aussi beaucoup plus d'éclipses. Sauf qu'au lieu de la Lune, c'est le Soleil qui sera éclipsé par un autre Soleil. Mais il deviendra probablement juste un peu plus sombre. Pour être honnête, il est peu probable que quelque chose survive sur Terre après tout cela. Je veux dire, c'est possible, mais effectue une centaine de simulations toi-même si tu veux en être sûr. Toutefois, nous pourrions, en théorie, survivre dans un système binaire plus simple. Par exemple, dans un système composé de 2 étoiles proches l'une de l'autre. Il faudrait qu'elles soient toutes 2 fois plus petites que notre Soleil actuel. Ce serait le scénario parfait. Et il est fort possible que ça arrive dans un avenir lointain. La NASA travaille actuellement sur un projet visant à relocaliser nos descendants sur Proxima Centauri b. Il s'agit d'une planète située dans le système stellaire le plus proche de notre Soleil, Alpha du Centaure. Et, qui sait, peut-être qu'un jour, dans le futur, nous déménagerons vraiment là-bas. Nous verrons alors ce que c'est que de vivre avec plusieurs soleils. Que nous arriverait-il à nous et à notre planète si elle devenait aussi grosse que le Soleil ? Le diamètre de la Terre est de 12 874 km. La traversée, c'est comme faire 3 fois l'aller-retour à travers les États-Unis. Ça ne semble pas beaucoup, non ? Eh bien, que dirais-tu de répéter ce voyage 305 fois de plus ? Imagine les dépenses d'essence. C'est le diamètre du Soleil. Environ 1 392 082 km. Comparé à notre Terre, le Soleil est d'une taille inimaginable. Alors, que nous arriverait-il si nous le rattrapions ? Il existe 4 scénarios possibles, selon ce que l'on entend par taille du Soleil. Premier scénario. La Terre devient aussi grande que le Soleil, mais sa masse reste la même. Une planète gigantesque avec la masse d'une toute petite Terre. Tout d'abord, dis au revoir à la gravité. Plus la planète est grosse, plus sa gravité est forte, et vice-versa. Une planète aussi légère ne serait tout simplement pas capable d'attirer quoi que ce soit à elle. La gravité crée toutes les substances lourdes. Tout, des cailloux aux continents entiers, est maintenu grâce à elle. Je crois que tu as deviné ce qui arriverait sans elle. Nous nous transformerions tous en particules de poussière. Oui, la Terre deviendrait tout simplement un nuage de poussière. Oh, et pour compliquer le tout, les gravités des autres planètes nous étireraient sur les côtés, ne laissant aucune chance à notre planète de reprendre sa forme originale. Ce scénario n'est finalement pas le meilleur, tu ne trouves pas ? D'ailleurs, même si la Terre demeurait une planète, la vie ne pourrait pas y naître dans ces conditions. Il y aurait une distance considérable entre le centre de la Terre et sa surface. Et souviens-toi, la masse de la planète est minuscule, donc pas de gravité. Elle n'aurait pas été capable de retenir l'atmosphère, et sans atmosphère, les organismes vivants ne pourraient pas se développer. Ça n'aurait pas eu d'importance de toute façon. La Terre serait en fait un nuage. Dès lors, ce nuage, pesant environ 10 fois plus lourd que Jupiter, se concentrerait dans l'espace. Par conséquent, il éclaterait et se transformerait en étoile. Et nous aurions un nouveau Soleil. Scénario 2. Celui-ci est à la fois un scénario à part entière, mais aussi une conséquence du précédent. La Terre devient aussi grande que le Soleil et a la même masse. Maintenant, nous avons 2 soleils. Nous serions un système stellaire dit binaire. Cela signifierait la destruction de notre système solaire. Imagine avoir 2 masses dans un seul système. Les orbites des planètes deviendraient instables, perturbées par un changement aussi soudain. Une fois qu'elles se rapprocheraient de notre exotère, elles s'effondreraient immédiatement, soit à cause des forces de marée, soit à cause de l'impact de l'exotère. Oui, même les géantes de gaz. Je veux parler de toi, Jupiter. Sais-tu quelle planète survivrait et prendrait finalement sa revanche sur nous ? Pluton. Ce serait probablement la dernière exoplanète restante dans tout le système. Elle est trop éloignée pour remarquer des changements.
sauf en cas d'augmentation de la masse du centre du système. Donc l'orbite de Pluton se rapprocherait de notre système à 2 étoiles, et c'est tout. La Terre et le Soleil devraient accepter que Pluton soit désormais leur seule planète. Le disque protoplanétaire qui a formé notre système il y a des milliards d'années n'existerait plus. Donc, plus aucune autre planète ne pourrait être créée dans notre système. Tout cela est bien beau, mais qu'en est-il de la Terre elle-même? À quoi ressemblerait la vie? Voyons voir. Les nuits et les jours dureraient désormais plus longtemps en raison de l'augmentation du temps de rotation de la Terre. Il y aurait probablement une baisse significative de la température au pôle nord et sud. Même sur notre petite planète actuelle, ils ne reçoivent que très peu de lumière solaire. Donc si la taille de la Terre augmentait, la zone des pôles qui recevrait la lumière du Soleil diminuerait encore plus. Le côté positif, c'est qu'il y aurait beaucoup plus d'espace maintenant. Il n'y aurait plus de surpopulation. La taille de la planète serait tellement énorme qu'il te faudrait des années pour aller d'un point à un autre. Oui, quand on y pense, on se sentirait probablement très seul. Mais bon, qui sait? Peut-être que les fusées deviendraient notre principal moyen de transport. Ça serait génial. Il y aurait de nombreuses régions vastes et inexplorées qu'aucun humain n'aurait jamais vues ou visitées. Nous ne connaîtrions pas non plus l'existence de nombreuses civilisations et de tribus différentes. Les siècles passeraient, et beaucoup d'entre nous s'en iraient sans jamais rencontrer d'autres personnes et apprendre à les connaître. Et encore, si nous arrivions à marcher, nos os ne pourraient pas supporter notre poids avec une gravité aussi considérable, et notre cœur devrait travailler 2 fois plus pour nous maintenir en vie. Les oiseaux ne pourraient plus voler. Rien ne pourrait voler a priori. Tous les arbres qui existent tomberaient, et les nouveaux repousseraient à peine, comme de l'herbe. En parlant d'arbres, comment se porterait notre écosystème? Eh bien, pas très bien. Si nous ne prenons pas soin de notre environnement dans notre petite Terre en ce moment, imagine ce qui se passerait si nous avions un espace aussi vaste à notre disposition. Je suppose que nos tonnes d'ordures auraient même eu raison des réserves infinies d'arbres et d'eau potable que nous aurions dans notre grande nouvelle maison. Nos machines et nos robots devraient être énormes pour être efficaces. C'est parce qu'une ferme ordinaire aurait désormais la taille d'un État américain. Aussi, il ferait beaucoup plus sombre que ce à quoi nous sommes habitués. La Terre est si petite maintenant. Imagine ce qui se passerait si notre planète aurait la taille du Soleil lui-même. Moins de lumière solaire signifie que nous aurions probablement besoin d'un soleil artificiel. De plus, les différences de température à la surface de la planète seraient énormes. Si tu es surpris, c'est que tu as probablement sous-estimé la taille du Soleil. Il est presque 110 fois plus grand que la Terre. L'équateur de notre nouvelle Terre est égal aux 35 équateurs de notre Terre actuelle. Oh, et tu te souviens de Pluton? Eh bien, c'est notre seule lune maintenant. La première se serait probablement écrasée sur nous il y a bien longtemps, nous faisant subir le même sort que les dinosaures. Dans ce cas, toute l'eau se serait probablement évaporée de notre planète. Bref, il y a des milliers de mauvais cas de figure. Mais passons à autre chose et concentrons-nous sur du positif. Scénario 3. Même chose, mais la Terre conserve sa densité. Celui-ci est intéressant. Nous ne sommes plus une planète. Nous sommes une étoile maintenant. En fait, nous sommes devenus encore plus lourds que le Soleil. Notre planète aurait maintenant une masse solaire de 3,9, car il faudrait équilibrer notre faible densité d'une manière ou d'une autre. Bref, ce serait presque la même chose que dans le scénario 2, mais avec des conséquences à long terme plus intéressantes. Puisque notre Terre serait devenue 4 fois plus lourde que le Soleil, elle aurait brûlé son combustible plus rapidement. Ensuite, elle évoluerait. En fonction de la masse de son noyau, elle deviendrait une supernova où ses couches extérieures exploseraient pour former une nébuleuse planétaire. Si elle devient une supernova, le Soleil, qui était si proche de nous, exploserait. Et il ne resterait plus que notre Terre, une boule solitaire d'un diamètre minuscule de 19 km. Nous serions une étoile à neutrons, c'est-à-dire une étoile constituée de matière neutronique dégénérée. Cette matière est ultra dense et tourne très vite, alors mieux vaut ne pas s'en approcher. Si la Terre devenait une nébuleuse, le Soleil recueillerait toute la poussière et l'ajouterait à sa masse. Nous aurions désormais un Soleil légèrement plus gros et une naine blanche. Le temps passe, et le grand-père Soleil vit sa vie.
Il deviendrait une géante rouge après avoir épuisé l'hydrogène de son noyau. Il commencerait à se dilater et laisserait sa matière, principalement de l'hydrogène, à la naine blanche. C'est nous. Lorsque la matière atteint des températures et des pressions suffisamment élevées, la fusion nucléaire se produit. Nous nous transformerions en une nova. Hurrah! Nous serions de nouveau une étoile solitaire, mais une étoile quand même. Que se passerait-il ensuite? Tu vois, une étoile est une bataille de forces opposées. L'une d'entre elles est la gravité, qui essaye par tous les moyens possibles de comprimer au maximum le plomb en une petite boule. La deuxième est un tas de combustible dans le cœur de l'étoile, qui, en brûlant, produit des tonnes d'énergie et des températures très élevées. Tant que ces forces sont en équilibre, l'étoile vit. Mais quand le combustible de l'étoile s'épuise, l'étoile se refroidit. La pression à l'intérieur diminue. Cela signifie que la gravité a gagné. Elle comprime l'étoile de toutes ses forces. En seulement 15 secondes, la lumière la plus brillante que tu aies jamais vue scintille de 1000 feux. Et notre ex-Terre devient une supernova, laissant derrière elle une nébuleuse impressionnante. Mais ne t'inquiète pas, il est impossible qu'une planète rocheuse obtienne la taille du Soleil. Seules d'autres étoiles peuvent être aussi grandes. Mais attends, pourquoi notre Terre est-elle si petite alors que les autres planètes sont énormes? Est-ce qu'elle continue de grandir ou est-ce qu'elle s'arrête à un moment donné? Plus tu ajoutes de la masse, plus tu obtiens de la compression. Au fur et à mesure que les planètes deviennent plus lourdes, la compression gravitationnelle augmente. Elle cesse de croître lorsque leur masse atteint environ 1,7 fois celle de Jupiter, ou 540 masses de la Terre. Après cela, l'ajout de la masse à une planète la rendra plus petite, car la compression devient plus forte.